Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Aujourd'hui, nous avons la thématique de la cybersécurité, la maîtrise du risque. Je suis Karim Jaffo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseiller d'entreprise à la CCI au sein d'un pôle que nous avons nouvellement renommé Mutation Digitale. Et donc j'ai eu le plaisir d'organiser ce webinaire où j'ai convié Julien Ciolo et Gilles Castéran, qui sont tous deux de la société EDOS, qui est spécialisée en cybersécurité notamment. Je les laisserai se présenter plus en détail. Voilà, je vous rappelle juste qu'on a à peu près 30-40 minutes d'intervention. Que vous pouvez poser des questions dans le panneau dédié questions et que Julien et Gilles pourront y répondre au fur et à mesure de la présentation. On prendra également des questions en fin de présentation. La session est enregistrée, disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai, j'enverrai le lien de ce replay par mail aux inscrits. Et voilà, donc je laisse la parole aux intervenants. Merci encore à eux d'animer ce webinaire sur ce sujet qui est important et je pense peut-être un peu sous-estimé, on va dire ça comme ça, par les entreprises, mais qui est quand même voilà, important et d'actualité. Donc je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour cette introduction. Merci à tous pour votre participation. Alors effectivement, aujourd'hui, la thématique, c'est la cybersécurité et de manière plutôt générale, la sécurité des systèmes d'information. Alors, c'est un sujet de plus d'actualité, on en entend beaucoup parler et aujourd'hui, on va plutôt l'aborder sous un angle un peu différent que vous pouvez l'entendre. Là, on est plus sur la partie anticipation du risque et se préparer et préparer l'entreprise à une éventuelle attaque informatique. Alors, qui sommes-nous? Pour ma part, je suis Julien Tchoulot, je suis le manager de l'activité cybersécurité au sein d'EDOS. Donc, j'ai à peu près 18 années d'expérience autour du système d'information et j'ai eu un parcours au travers de différentes sociétés de services et j'ai accompagné certaines entreprises dans la réponse à une attaque pour les accompagner à retrouver, on va dire, un système d'information dans un état exploitable. Merci Julien. Donc, je suis Gilles Castéran, j'ai la chance de présider EDOS. Je préside plusieurs entreprises et j'ai eu la chance dans ma carrière de diriger différentes entreprises, aussi bien en transformation digitale que sur les aspects cybersécurité et de diriger l'activité cybersécurité d'un très grand cabinet de conseil international. Voilà, donc en deux mots, peut-être EDOS. Donc, EDOS, on est une entreprise qui a trois grandes activités. La première, dans l'ordre de présentation, hein, mais une activité assez forte, c'est autour de la conformité. Donc, on accompagne les clients dans le Grand Est et principalement les entreprises de taille intermédiaire ou les PME du Grand Est à essayer de renforcer leur approche et se mettre en conformité, notamment autour de la protection des données du RGPD, avec une activité où là, on va avoir plutôt des équipes de juristes et tout ça est piloté par un avocat. Et donc, la volonté de mettre des bonnes pratiques juridiques et réglementaires au sein des entreprises. L'autre partie, c'est autour de la cybersécurité. Donc là, que dirige Julien. Donc là, on met en place des démarches autour de la stratégie de sécurité, décliner les bonnes pratiques de sécurité au sein des entreprises. On a le mot pilotage ou gouvernance, stratégie, mais aussi faire des diagnostics. Donc là, aujourd'hui, on fait beaucoup de diagnostics pour évaluer la maturité des entreprises en termes de cybersécurité et les aider à monter des paliers de façon très progressive et de pilotage. Donc, à contrario, on ne fait pas de mise en œuvre, on est vraiment côté du client pour essayer de renforcer sa cybersécurité et à piloter d'éventuels fournisseurs qui mettront en place des solutions techniques pour se protéger.
Et la troisième partie, c'est une activité plus transformation numérique avec une volonté d'aider finalement nos clients à monter en maturité, mais plutôt en termes de culture autour de la donnée et culture numérique. C'est-à-dire qu'on essaie d'accompagner des directions générales ou des équipes à prendre en compte les nouveaux business models autour de la donnée, du digital, comment mieux digitaliser leur entreprise, mais aussi comment mieux utiliser peut-être en tout cas intervenir dans cette économie digitale et utiliser les nouveaux moyens digitaux aussi bien pour mettre du digital dans leurs produits ou dans les services associés. Et tout ça derrière, parce que derrière le mot EDOS, il y a la partie éthique. L'idée, c'est qu'on peut aller mettre en place une éthique autour de la donnée et aider les clients, s'ils veulent rentrer dans cette économie digitale, mettre en place des approches qui vont au-delà de la conformité, au-delà des bonnes pratiques de la cybersécurité et qui arrivent à gérer et à créer des relations de confiance avec leurs clients et leurs fournisseurs en ayant un traitement de la donnée qui suit des valeurs assez éthiques. Donc voilà notre objectif. On est une petite entreprise, hein, c'est à peu près 10 personnes sur la région et focalisée sur une approche de proximité et au sein du Grand Est. Alors, on va un peu introduire cette partie sécurité. Donc, je vais laisser Gilles. Ouais. Donc là, les gros enjeux qu'on vit aujourd'hui sur la cybersécurité, c'est déjà une menace, alors une exposition déjà au risque des entreprises qui est de plus en plus forte. Alors pourquoi? Et c'est pas un drame, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'en fait de nombreuses entreprises sont rentrées dans l'ère du digital et donc du coup a développé des produits et des services numériques, a ouvert son système d'information, a des relations avec ses clients, ses partenaires qui sont numériques, a déployé des technologies numériques. Et donc ça, c'est finalement une démarche volontariste de beaucoup d'entreprises, quelle que soit la taille. Hein. Et on l'a vu pendant la crise sanitaire, hein, les commerçants qui ont aussi largement utilisé le numérique pour continuer à proposer des produits et avoir des relations avec leurs clients. Donc ça touche tous les secteurs d'activité, tous les niveaux et les tailles d'entreprise. Et puis, il y a aussi l'interconnexion globale. Donc ça, c'est une exposition au risque qui est grandissante, mais qui finalement est normale au regard de l'évolution et de l'innovation digitale qu'on vit aujourd'hui, notamment dans la relation client, la relation avec ses employés, la relation avec ses partenaires. L'autre point, c'est il y a une professionnalisation des attaquants et la menace est de plus en plus forte et impactante. Donc, il y a une organisation des attaquants qui a été, complètement structurée. Hein. Il y a des attaquants qui vont développer des outils. Il y a des attaquants qui vont se focaliser simplement à proposer des services, ces outils en as a service. Et puis, il y a d'autres qui vont exécuter ces attaques à travers des secteurs ciblés. Donc, du coup, il y a une professionnalisation complète avec une chaîne de valeur clairement identifiée, qui a aussi l'inconvénient, du coup, pour ceux qui veulent se défendre, d'avoir aussi une chaîne de responsabilité qui est difficile à identifier. Et en plus, du coup, avec cette organisation, ça baisse le coût pour les attaquants d'usage des technologies d'attaque et notamment leur donner quelques éléments. Donc ça, c'est cette professionnalisation. On revoit d'ailleurs cette professionnalisation aussi dans la façon dont les attaquants communiquent, puisque maintenant ils utilisent les canaux classiques de communication pour mettre la pression sur les entreprises qu'ils ont attaquées. On voit régulièrement là dans la presse et tous les jours des informations qui sortent de façon, des copies d'écran, des éléments pour communiquer, pour mettre la pression auprès des entreprises qui ont été attaquées pour justement aller, finalement, on est dans une cybercriminalité, hein, l'objectif, c'est gagner de l'argent. Et donc, du coup, on se retrouve avec les techniques d'anonymisation globalement d'Internet utilisé et du chiffrement en particulier, le fait que c'est difficile d'aller identifier les attaquants, qu'ils développent des techniques d'absence, en tout cas de suppression de traces. Il y a la réponse judiciaire est en cours de modification de façon à pouvoir aller chercher ces criminels, ces cybercriminels, en sachant qu'en général, ils sont évidemment pas sur le territoire français, et donc ça crée une complexité au regard des lois
entre les différents pays. Et puis, il y a évidemment l'usage de la crypto-monnaie qui fait qu'on a du mal à tracer les paiements. Donc, du coup, ce qui se traduit par ce métier de cybercriminel est un métier à très, très fort retour sur investissement, hein, entre 200 et 800% de ROI moyen qui a été analysé. Donc, c'est évidemment, ça attire de plus en plus de monde. Et donc, c'est ça la difficulté pour se protéger. Faire. Donc, voilà, pas non plus noircir le tableau, c'est une réalité. Et il faut comprendre la menace, il faut comprendre le type d'attaquant sur lequel on a affaire et surtout de mieux en mieux les apprendre. Hein. L'objectif de ce séminaire, c'est l'anticipation, la préparation. Dans l'anticipation, il y a une meilleure compréhension de la menace, une meilleure compréhension des attaquants. Donc là, on vous livre quelques éléments. Alors, dans les méthodes les plus connues et visibles au sein des entreprises, il y a un facteur important en termes d'intrusion qui est la partie messagerie. Donc, l'email aujourd'hui est un vecteur très important et c'est le numéro 1 en termes d'intrusion dans les attaques constatées auprès des entreprises. La deuxième, c'est d'avoir des applications web, des plateformes e-commerce, des sites vitrines qui sont vulnérables parce qu'elles ne sont pas mises à jour, par exemple. Et donc, c'est aussi des canaux d'intrusion dans le système d'information des entreprises. Et le troisième vecteur, c'est au travers d'outils de contrôle de poste à distance. Donc, aujourd'hui, il y a un bon nombre d'entreprises qui peuvent utiliser des outils qu'on appelle comme le remote desktop, des clients légers et autres. C'est aussi aujourd'hui des méthodes d'intrusion qui sont utilisées parce que c'est des outils qui ne sont pas forcément mis à jour en temps réel et autres. On peut entendre parler de 0D, donc c'est des vulnérabilités qui apparaissent et qui sont tout de suite exploitées par les attaquants. Donc voilà, donc là l'idée c'était de vous indiquer les méthodes les plus connues aujourd'hui en termes d'attaque. Et comme l'a évoqué Gilles précédemment, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'identifier en fait le vecteur d'intrusion et aussi d'identifier le patient zéro parce qu'il y a une technicité des attaques aujourd'hui qui permet en fait de supprimer des traces, de les effacer, enfin de les cacher et donc de remonter à la source est de plus en plus compliqué. Alors, en termes de méthode d'intrusion, juste pour bien comprendre aujourd'hui, il faut savoir que les entreprises aujourd'hui qui peuvent être victimes d'une attaque ne sont pas forcément ciblées. C'est-à-dire que les attaquants aujourd'hui peuvent passer par des entreprises intermédiaires, des prestataires de services pour aller impacter un nombre d'entreprises important. On a eu le cas, alors, une société américaine qui s'appelle SolarWinds qui fait de la supervision de systèmes d'information qui lui-même a été en fait attaqué et ça s'est reflété sur l'ensemble de son parc client, enfin, pratiquement l'ensemble de son parc client qui a été également impacté par cette attaque-là. Donc ça, c'est des éléments qui sont à prendre en compte aujourd'hui. Alors sur un schéma d'attaque, on a effectivement plusieurs phases sur une attaque informatique. Hein. Donc il y a une première partie qui est la reconnaissance. Donc l'attaquant va un peu apprendre le fonctionnement de l'entreprise, les collaborateurs au travers des réseaux sociaux. C'est un bon moyen aujourd'hui de comprendre la structure d'une entreprise. Ensuite, elle va s'introduire dans le système d'information au travers, on l'a évoqué avant, la partie messagerie, mais aussi au travers d'éléments qu'on peut intégrer dans le système d'information, comme une clé USB ou comme une connexion qu'on aurait avec un partenaire qui serait en permanence ouverte pour faire de la maintenance. Ensuite, l'attaquant va propager son virus, on va l'appeler comme ça, et il va pouvoir faire de l'escalade de privilèges, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'attribuer lui-même des droits pour aller effacer des données, pour aller chiffrer des données qui peuvent être sur le système d'information. Ensuite, il va pouvoir installer son mécanisme d'attaque et il va pouvoir la déclencher. Donc, on parle aussi souvent d'une attaque dormante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un attaquant peut très bien venir installer son logiciel sur votre système d'information. Il peut le laisser dormir pendant 2, 3 semaines, même peut-être 2 mois, et à un moment donné, il va pouvoir l'activer. Et donc, c'est là toute la difficulté aussi, et de placer le bon curseur sur
les méthodes de sauvegarde qu'on peut avoir et tout ce qui est rétention. Alors, ces chiffres-là, ils permettent de montrer en fait l'évolution aujourd'hui de cette partie cybersécurité. Donc, ça évolue même très vite. Il y a quelques années, on ne parlait pas de ces montants-là. Donc, aujourd'hui, il y a 54% des entreprises en France qui ont constaté au moins une cyberattaque et 52% qui se disent inquiètes sur leur capacité à assurer en fait une crise, une cyberattaque. Donc on parle souvent de résilience. Donc la résilience, c'est quoi? C'est la capacité à une entreprise à absorber une attaque et à se remettre de cette attaque-là pour retrouver un système d'information dans un cycle de production nominale. Donc, dans la prochaine décennie, on estime aujourd'hui que le coût des attaques, alors le ransomware, c'est un type d'attaque, dépassera les 265 milliards de dollars. Il y a quelques années, on parlait de quelques milliards, et là c'est une évolution qui est vraiment très importante. Les attaques se complexifient aussi. Donc aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est qu'il y a à peu près en moyenne 3,3 types d'attaques chez les entreprises qui ont connu des cyberattaques. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus aujourd'hui une seule type d'attaque qui peut arriver, mais il y a une multiplication de vecteurs pour attaquer les entreprises. Et comme on l'a évoqué précédemment, le phishing, donc c'est des mails frauduleux, représente 73% des attaques aujourd'hui. Donc, toutes ces données proviennent du CESIN qui effectue un baromètre chaque année et qui donne certaines données statistiques autour des attaques que les entreprises françaises peuvent avoir. Merci Julien pour ces chiffres. Donc l'enjeu, comme tu le disais, c'est la résilience et c'est le sujet qu'on souhaite aborder dans ce mini-séminaire. C'est-à-dire que comment on arrive à continuer à avoir une activité opérationnelle qui fonctionne alors qu'on a subi une attaque. Et donc du coup, c'est comment on se prépare à la subir. La question maintenant n'est malheureusement plus est-ce qu'on va éviter d'être attaqué, c'est qu'on les entreprises, vos organisations seront attaquées et c'est comment on arrive à réduire l'impact. Et donc du coup, dedans se pose la question du risque numérique. Alors dans le risque numérique, et ça c'est un schéma qui est issu de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et donc la façon dont on construit finalement cette gestion du risque numérique, puisque on sait très bien que maintenant ce risque est complètement avéré, c'est-à-dire qu'il y a des fondamentaux. Et donc du coup, quand on regarde la base de ma pyramide, il y a des principes de base et d'hygiène qui sont à mettre en place, et ça c'est non négociable. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques basiques, essentielles de la cybersécurité qu'il faut mettre en place, gérer les accès, les identités, faire des sauvegardes, mettre à jour ces versions. Voilà, donc ça, c'est non négociable. Ça ne sert à rien de faire des analyses de risque poussées pour aller dire finalement il faut sauvegarder. Voilà, donc il y a des basiques. Et ce qui est d'autant plus important, c'est que ces basiques, il faut les mettre en place dans les organisations, mais aussi au-delà, c'est-à-dire que, comme le disait Julien, c'est que de plus en plus, il y a une interconnexion avec d'autres partenaires, qu'il y a des partenaires qui ouvrent, en tout cas qui ont des interactions avec le système d'information d'autres partenaires. Et donc, c'est toute la chaîne de valeur que vous mettez en place qui doivent être protégées et d'avoir mis en place des principes de base et d'hygiène numérique, c'est le terme utilisé par l'Agence nationale des sécurité de l'information. C'est donc hygiène, c'est non négociable. Voilà, le deuxième étage de cette pyramide, c'est respecter le cadre réglementaire et normatif. Alors, respecter le cadre réglementaire, ça peut être le cadre réglementaire métier que vous devez respecter. Il y a des cadres réglementaires pour ceux qui exécutent des paiements, il y a des cadres réglementaires
dans certains secteurs, l'automobile, la finance, l'assurance. Voilà. Et puis, il y a le cadre réglementaire qu'on connaît, dont on parle souvent, c'est la protection des données personnelles. Puis, il y en a d'autres qui arrivent au niveau de l'Europe, justement, pour protéger les Européens sur la maîtrise de la donnée, d'abord personnelle, comme va pu faire le RGPD, mais d'autres à terme. Et ça, il faut aussi l'approche, donc c'est la conformité. Il faut se mettre en conformité et respecter ça. La conformité peut être aussi la conformité que vous avez imposée, que vous souhaitez imposer en termes de cybersécurité et de protection des données, que vous devez respecter, qui va au-delà des principes de base et d'hygiène. Et puis après, donc ça c'est les 2 étages, et puis après il y a l'analyse de risque numérique, et là c'est évalué par rapport à votre stratégie de mise en place de nouveaux services, de nouveaux produits, comment vous anticipez les risques, quels sont les risques. Alors si on doit, le risque en cybersécurité il se définit en général comme une éventualité, qu'une menace arrive à exploiter une vulnérabilité sur un actif métier qui est le vôtre, en contournant des mesures de sécurité. Alors en 2 mots, donc il y a 3 grands paramètres. Il y a la menace, qu'il faut bien connaître, il y a les vulnérabilités de votre système, et puis il y a l'impact. C'est-à-dire que l'actif qui est attaqué, évidemment, et donc c'est là-dessus qu'on va faire des analyses. Évidemment, ça ne sert à rien de se focaliser sur des menaces, sur une vulnérabilité, sur un actif qui n'a aucune valeur. Donc, on va essayer de prioriser ces risques par rapport à cette probabilité de risque et ces priorités. Donc, voilà les démarches. Donc, à la fin, quand on a fait ces 2 premiers étages finalement de la pyramide, le 3e se fait de façon assez simple, en mode atelier collaboratif et de façon assez efficace. Donc, c'est l'approche de risque par scénario. Alors, dans les fondamentaux de la cybersécurité, c'est moi qui fais. Ouais. Définir la stratégie. Alors, c'est un point est de plus en plus fort, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont montré que les entreprises qui sont les plus performantes en termes de cybersécurité, c'est-à-dire que en fait, quand on regarde les nombres d'attaques qu'ils ont subies, on réussit à les résoudre au plus vite. Donc, dans la vitesse, il y en a un impact réduit. On s'aperçoit que c'est celles qui ont le mieux adapté leur stratégie de sécurité, les mesures qu'ils mettent en place par rapport à la stratégie de l'entreprise. A contrario, ceux qui mettent trop de règles de sécurité, finalement, elles sont contournées et donc finalement créent des vulnérabilités qu'ils n'avaient pas prévues. Ceux évidemment qui sont laxistes se trouvent pas dans les entreprises les plus performantes. Donc celles qu'ils sont, c'est le lien entre une stratégie, alors stratégie c'est un bien grand mot, mais c'est globalement comment vous faites évoluer votre organisation, quels sont les projets que vous avez à mettre en place, quelles sont les orientations que prennent votre activité et en quoi je la sécurise au plus tôt. Évidemment, il y a quelques pratiques essentielles, d'avoir une politique, des exigences de sécurité, quelques principes que je dois mettre en place et je garantis qu'elles sont bien mises en place. Mettre en place quelques solutions ou des solutions techniques, évidemment, donc qui sont on appelle de bout en bout, qui vont du poste de travail jusqu'à la donnée critique avec des mécanismes de protection. Et puis, en fait, c'est un leurre de croire qu'on va arriver très vite à une maturité qui est très très forte. Tout ça est une démarche progressive et donc il faut évaluer chaque fois qu'on a bien monté un niveau de maturité, donc refaire des diagnostics et des audits de façon assez récurrente et en tout cas récurrent pour les audits. Et puis continuer à s'améliorer, surtout qu'en plus la menace évolue, donc il faut aussi s'adapter au sujet. Donc l'enjeu, c'est comme la mise en conformité, c'est finalement un processus qui est d'amélioration continue. Et il n'y a pas le grand soir où on était immature, on devient mature le lendemain. C'est une démarche qui se déroule dans le temps et qui doit être justement adaptée aux capacités qu'ont les organisations. Et puis, il y a un point essentiel, puisqu'on a vu que les attaques peuvent arriver par des approches de phishing, par de l'ingénierie sociale. Il y a un sujet qui est très important, c'est la sensibilisation, la formation des utilisateurs, la prise de conscience.
C'est-à-dire que passer d'une culture de la conformité à la culture de sécurité, hein, c'est que les gens se protègent. Alors là, il y a quelques mécaniques qui marchent bien, mais il faut aussi apprendre aux gens, aux employés, aux collaborateurs, aux partenaires, déjà se protéger dans leur vie perso numériquement pour protéger également l'entreprise, hein. C'est pour ça que on dit souvent, on avait dit souvent, la sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est d'abord l'affaire de chacun d'entre nous, de façon à ce que ça soit un enjeu après collectif, mais c'est à chacun de se protéger, puisque une grande partie des attaques prennent comme levier les individus ou les entreprises qui ne sont pas forcément l'entreprise qui est ciblée, mais ça peut être un partenaire. Alors, dans gérer le risque et la conformité, alors on a vu que c'est la conformité, notamment réglementaire, et ce qu'on peut constater, c'est que de plus en plus, il y a une porosité entre les différentes approches. Toute conformité réglementaire maintenant demande à un volet autour du traitement de la donnée. Donc, si là on prend le cas du RGPD, il y a un article 32 qui se focalise sur le traitement, la sécurité du traitement des données, et notamment qui va regarder tout ce qui touche les mesures organisationnelles et mesures techniques qui sont mises en place pour protéger. Donc, on s'aperçoit que même dans les conformités, alors là, j'ai pris le cas du RGPD avec l'article 32, mais même quand on regarde les exigences de réglementation métier, on voit toujours que la protection de la donnée, qu'elle soit personnelle ou la donnée métier, doit être protégée avec des mesures qui sont organisationnelles et techniques. Et puis, il y a le sujet de la traçabilité qui est important sur toutes les réglementations. C'est être sûr qu'on a une bonne compréhension de ce qui est fait. Donc, du coup, on s'aperçoit que quand on veut faire de la cybersécurité, il y a 3 grandes compétences qui se rapprochent, hein, de plus en plus, en tout cas pour cet étage de la conformité. C'est un volet très juridique, et là j'insiste, c'est pas aux gens de la cybersécurité de faire du droit. Le droit, c'est du droit et c'est un vrai métier. Donc il faut s'appuyer sur des juristes, voire même des avocats pour traiter proprement cet aspect réglementaire. Il y a un volet qui est sur des aspects techniques de la cybersécurité, et puis il y a un volet de management, d'organisation de l'ensemble, qui est l'aspect organisationnel. Donc ça regroupe finalement des experts techniques, des experts juridiques et une vision managériale du sujet pour bien s'organiser. Il y a le sujet, évidemment, je me répète, de management de l'ensemble, qui est évidemment essentiel et qui prend de plus en plus de poids, en tout cas dans les entreprises qui sont performantes en termes de cybersécurité. On s'aperçoit que le volet management de la cybersécurité est assez bien traité. Et alors, comme on le disait, globalement, les chiffres, hein, c'est entre 40 et 50% des attaques passent à travers un partenaire. On a cité le cas de SolarWinds tout à l'heure. SolarWinds était un des partenaires de grandes entreprises et des grandes organisations et de l'administration américaine. Et c'est à travers ce composant et à travers cet outil que de nombreuses attaques sont arrivées. Mais c'est le cas lorsqu'on attaque des sous-traitants pour aller finalement cibler des grandes sociétés industrielles en France, en Europe ou à l'étranger. Donc on s'aperçoit que le fait de sécuriser la chaîne de valeur complète, comme on le disait, est essentiel, hein. Je rappelle, c'est de 40 à 50% aujourd'hui que les attaques d'une organisation passent par un sous-traitant, un partenaire ou un fournisseur. Le troisième point, donc les grands principes de la gestion de risque, et ben là, on va essayer d'analyser, de bien comprendre, de se mettre à la place des attaquants, et donc on prend la posture de l'attaquant pour bien comprendre les moyens possibles. On va regarder les vulnérabilités de l'entreprise, et on va analyser, on va étudier le risque, on va le calculer avec des méthodes assez claires de calcul, hein. L'équation, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, la menace, la vulnérabilité, et puis l'impact, hein, l'objet qui est ciblé, l'actif qui est ciblé, et la valeur de l'actif qui est ciblé. Et puis à part là, on définit des solutions. Et c'est pour ça qu'il faut avoir mis les premières bases dessus, parce que c'est pour faire une analyse de risque, pour dire que finalement, il faut mettre à jour tel logiciel, ou qu'il faut mettre en place une gestion des accès et des identités. Bon, il n'y avait pas besoin de faire une analyse de risque pour identifier ces sujets-là. Donc, il faut aller trouver des solutions qui sont évidemment au-delà des mesures qui sont mises en place par des aspects d'hygiène informatique, même si ça peut aider à prioriser la mise en place des basiques. Et puis
puis comme je le rappelle, on le rappelle là, ça nécessite d'être contrôlé, d'être suivi, contrôlé avec des audits et suivi de façon à s'améliorer de façon continue. Julien? Oui, alors comme l'a dit Gilles, il y a effectivement les fondamentaux en termes de sécurité qui se posent, hein. Alors là, l'objectif dans cette partie-là, c'est pas de vous donner des solutions techniques à proprement parler, mais c'est de parler plutôt de bonnes pratiques. Donc il y a cette politique de sécurité qui est à mettre en œuvre. Alors bien sûr, il faut l'adapter en fonction de la taille de votre entreprise, de la topologie. Mais à minima, c'est une charte de sécurité. Donc, c'est comment j'utilise mon système d'information et comment je protège les actifs et les données qui sont dans mon système d'information. Donc, ça, c'est une charte, on va dire, utilisateur qui peut se décomposer sur de l'utilisateur, on va dire, administratif, sur des utilisateurs à privilège, donc qui ont des accès spécifiques à certaines données de l'entreprise, à des chartes fournisseurs qui existent également. C'est-à-dire que vous imposez ou vous dicter un peu l'usage de votre système d'information auprès de vos partenaires fournisseurs. On l'a évoqué aussi précédemment, le plan de formation et de sensibilisation, c'est important de le mettre en œuvre. Et là, je pense que ça concerne l'ensemble des entreprises aujourd'hui. Il faut avoir cette culture de sécurité qui est bien intégrée. Des fois, c'est des petites choses. Alors, sur cette partie formation, sensibilisation, il existe aujourd'hui de faire de l'envoi de faux mails malveillants pour alerter en fait les utilisateurs à prendre en compte en fait un mail frauduleux. Qu'est-ce que je vais regarder en premier dans un mail quand j'ai un doute? L'adresse d'expéditeur, le domaine qui est utilisé, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe dans le mail? C'est important. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres méthodes et il faut surtout l'adapter à votre contexte. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas forcément un poste de travail mais qui a une messagerie, il faut peut-être adapter la sensibilisation ou la formation aux usages du système d'information. Typiquement, les clés USB, vous mettez une clé USB au milieu d'un bureau, vous verrez qui c'est qui va le prendre et qui va le mettre sur son poste, qui va le brancher sur son poste de travail. C'est un bon moyen de tester, on va dire, la maturité de cette culture sécurité auprès des utilisateurs. On l'a évoqué avant, il y a des vecteurs qui sont aujourd'hui utilisés principalement, le poste de travail, la messagerie. Donc, assurer cette sécurité de ces actifs-là en passant par des mises à jour. Hein. Dans la plupart des cas, le fait d'appliquer une stratégie de mise à jour sur ces actifs-là permet d'apporter une sécurité déjà assez avancée en bouchant, on va dire, les vulnérabilités qui peuvent être présentes. La connexion aux applications de votre système d'information ou même à des plateformes aujourd'hui, il faut la renforcer. Alors, on parle de double authentification, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez effectivement vos couples de login et de mot de passe. Et maintenant, on voit de plus en plus le fait d'ajouter cette double authentification. Donc, on va assurer par un contrôle au travers d'un smartphone, au travers d'un équipement, que c'est bien vous qui allez vous connecter sur le système d'information. Vous allez valider en fait cette connexion. Quand vous allez implémenter une nouvelle solution au sein de votre système d'information, vous allez acquérir peut-être une plateforme en mode SaaS, donc une plateforme en mode cloud, définir des critères de sécurité, aujourd'hui, c'est important. Alors, elles peuvent être minimes, ça peut avoir un cadre très allégé en fonction, encore une fois, de votre entreprise. Mais je pense que on pense que c'est un élément qui est assez important de dire, quand je choisis un produit, je mets dès le départ de cette réflexion cet aspect sécurité pour m'assurer que mon partenaire ou mon fournisseur intègre bien ces notions-là de son côté. Le point 6 rejoint un peu ce que j'évoquais avant, hein, la partie contrat. C'est un élément très important aujourd'hui qui est souvent un peu oublié. Il est important d'avoir dans les contrats que vous avez aujourd'hui avec vos fournisseurs, avec vos partenaires, des points autour de la sécurité. Comment est assurée la sécurité? Qui est responsable de quoi? Ça, c'est vraiment des sujets qui sont importants et ça permet d'avoir le périmètre qui est nécessaire autour des partenariats que vous avez. Séparer les réseaux de travail. Alors, on le voit beaucoup sur le Wi-Fi. Vous avez des Wi-Fi invités, vous avez des Wi-Fi pour accéder aux données. C'est la même chose sur des réseaux où vous allez brancher un câble. C'est important de séparer.
C'est important de séparer aussi l'accès à l'administration des équipements de vos actifs du système d'information. Ne pas tout mélanger. Voilà, les administrateurs vont accéder à un certain réseau pour accéder à l'administration, faire leur maintenance, qui doit être dissocié des réseaux de travail, on va dire, de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Gilles l'a évoqué avant, la partie audit technique. C'est important d'en faire de manière régulière. Alors, il faut encore une fois placer le curseur au bon endroit, mais les techniques aujourd'hui d'attaque cyber évoluent très vite. Et donc, il faut être en mesure de s'adapter rapidement. Et le fait de faire des audits permet d'analyser son système d'information et de combler certaines failles qui peuvent être présentes au sein du système. La traçabilité, on l'a évoqué avant, non seulement sur la conformité, mais sur la protection. C'est important aussi de pouvoir tracer tout ce qui se passe sur son réseau. Alors là, comme exemple, c'est le réseau Wi-Fi parce que c'est un très bon exemple. Quand on parle de réseau invité aujourd'hui, c'est important de pouvoir tracer qui se connecte et qu'est-ce qui est fait sur son réseau, puisque sinon, c'est le dirigeant de l'entreprise qui est responsable de ce qui peut se passer, d'accéder à des sites non autorisés ou de lancer une attaque depuis un réseau Wi-Fi invité. Ce sera le responsable de l'entreprise qui sera effectivement incriminé. Et assurer une revue régulière des comptes du système d'information. Alors aujourd'hui, on peut évoquer les entrées-sorties qu'on a dans une entreprise, donc des collaborateurs qui arrivent, des collaborateurs qui sortent. C'est important de gérer ces accès-là, donc de supprimer les comptes des collaborateurs qui partent. C'est souvent un petit oublié. Donc le fait de réaliser des revues régulières, tous les trimestres, tous les semestres, en fonction des entrées-sorties qu'il peuvent y avoir dans votre entreprise, permet en fait de maintenir à jour, on va dire, cet annuaire de comptes de personnes qui peuvent accéder à votre système d'information. Donc voilà, l'idée, c'était de présenter quelques bonnes pratiques qui peuvent peut-être paraître simples, mais qui sont essentielles aujourd'hui et qui font partie des fondamentaux, comme on a évoqué avant. Alors, la sécurité, il faut aussi la voir comme un avantage par rapport à d'autres structures qui n'y vont pas, on va dire, aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça permet de sécuriser les informations sous toutes leurs formes. Donc, si vous avez effectivement des données qui sont au sein de votre système d'information, mais il faut élargir ça et parler aussi du papier, comment je sécurise toutes ces informations qui peuvent être accessibles à certaines personnes. Augmenter sa résilience, on l'a dit avant, hein, la résilience, ça permet de mesurer une entreprise, sa capacité à gérer une attaque et à remonter son système d'information. Donc, ça permet de… Voilà, c'est un point important aujourd'hui, ça, pour les entreprises, de se dire, je suis en capacité d'absorber une attaque et de remonter et de survivre aujourd'hui à une cyberattaque. Hein. Je pense que vous l'avez tous entendu, il y a un bon nombre d'entreprises aujourd'hui qui se sont fait attaquer et qui ne sont plus forcément là. Donc, c'est important cette partie-là. Et c'est de s'adapter aussi rapidement aux menaces. Comme on l'a évoqué avant, ça va très vite. Il y a des nouvelles attaques, des nouveaux types d'attaques qui apparaissent. Et c'est important aujourd'hui de se démarquer là-dessus, de se dire je suis toujours prêt et je m'adapte à la menace pour assurer la survie de mon entreprise. Tout ça aujourd'hui, ça permet de protéger l'image et le business de vos entreprises. C'est vraiment très important cette sécurité. Le fait d'avoir cette sécurité de manière continue permet aussi de réduire les coûts. C'est-à-dire que vous allez effectivement peut-être au démarrage avoir un coût qui peut être important parce que vous allez mettre en œuvre des outils, des solutions techniques. Mais le fait d'assurer cette continuité de la sécurité va permettre de diminuer ce coût et d'avoir effectivement un coût de fonctionnement régulier autour des outils de l'organisation. C'est aussi sécuriser la donnée de vos clients. Je pense que ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'entreprises, vous avez des données clients. Alors, ça regroupe un peu la partie conformité RGPD. Mais c'est un avantage aujourd'hui de se dire, moi, j'ai des données de clients, mais elles sont protégées. Donc, ça peut aussi assurer, ça peut être un vecteur de différenciation. Et puis aujourd'hui, on constate sur des marchés que des entreprises, peut-être vous, demandent certaines exigences de sécurité pour prendre des marchés ou répondre à des appels d'offres.
Et ça va se faire de plus en plus, ça se développe de plus en plus. Donc, le fait d'entamer une démarche sécurité va permettre de répondre à ces exigences, encore une fois, en mettant des paliers, en y allant doucement. L'idée, c'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, et de toute façon, c'est pas gérable. Donc voilà, cette sécurité, elle est à prendre aussi comme un avantage, de manière à protéger les actifs de son système d'information, les données de ses clients, et de se positionner sur des marchés, sur des appels d'offres qui sont à valeur ajoutée aujourd'hui. Voilà, donc pour compléter, en fait, le sujet que Julie aborde là, il y a deux sujets. Il y a d'une part, utiliser ça comme un avantage concurrentiel parce que de plus en plus, vous avez une relation avec vos clients, vos partenaires qui est digitale, qu'il y a plus en plus de digital dans les produits et services qui sont mis en place. Et donc, la question, c'est bien d'une part la résilience nécessaire de façon à ce que la continuité d'activité, en tout cas que l'activité reste toujours opérationnelle. Et puis, l'autre part, c'est la confiance. Et plus, en fait, vous arrivez, et notamment ces exigences de sécurité à la fin, plus vous arrivez finalement à introduire le fait que vous protégez et vous êtes à un niveau de maturité fort en termes de sécurité, vous créez une relation de confiance avec votre écosystème qui permet en fait de continuer à renforcer son activité image et business, en sachant que de plus en plus d'entreprises intègrent la sécurité comme un élément de leurs produits et services finaux à leurs clients. Voilà. Alors, par où commencer? Effectivement, c'est un peu le sujet quand on évoque la cybersécurité auprès d'un certain nombre de clients. On ne sait pas toujours par où commencer. Donc, je pense que le premier point, c'est qu'il faut prendre conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça, c'est un élément important aujourd'hui. On est plus dans la question de quand ça va arriver que est-ce que ça va m'arriver. Voilà, cette multiplication qu'on a évoquée avant des menaces aujourd'hui peut impacter n'importe quelle entreprise. Dans un second temps, mesurer cette maturité de sécurité de l'entreprise permettra en fait de dire où j'en suis et quel est l'écart qu'il y a, quelle est la marche à monter pour assurer un niveau de sécurité acceptable. Le troisième point qui est la sensibilisation des utilisateurs, on l'a évoqué avant, c'est un point important puisque c'est un vecteur d'attaque aujourd'hui, c'est le premier vecteur d'attaque, les attaquants passent par l'utilisateur final du système d'information. Donc le fait que l'utilisateur ait cette culture et cette sensibilisation de la sécurité est un point important. Adopter les bons réflexes, alors il y a des guides qui sont réalisés par l'ANSSI ou par cybermalveillance qui assure en fait cette sécurité des systèmes d'information et qui accompagne un certain nombre d'entreprises. Donc on peut évoquer notamment la séparation des usages personnels et professionnels, c'est-à-dire sur mon téléphone, je fais attention à ne pas mélanger mes accès personnels que je peux avoir avec les accès professionnels. Alors c'est pas forcément toujours très simple, mais cette sensibilisation, faire attention à cette partie-là, voilà, ça va permettre d'étanchéifier un peu toute cette partie-là. Le fait d'avoir des mots de passe un peu forts, alors aujourd'hui, il existe des outils qui peuvent être gratuits, qui peuvent être payants pour assurer cette mot de passe. Alors, c'est un peu une difficulté. On dit souvent chaque accès doit avoir un mot de passe différent qui doit être complexe. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dote d'outils qui vont permettre d'avoir effectivement ces mots de passe différents sur chacune des plateformes, mais d'avoir un mot de passe maître qui, du coup, vous avez uniquement un seul mot de passe à connaître, on va dire, qui lui va être très fort. Cette partie double authentification, comme on l'a évoqué précédemment, pour assurer en fait que c'est la bonne personne qui va se connecter à l'outil ou à la plateforme. Et puis, c'est assurer une continuité. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est pas juste, voilà, je fais ça pendant 3 mois et puis après, je suis tranquille. Non, c'est quelque chose de continu qui doit être traité en permanence. Donc, faire des audits, mettre à jour régulièrement, s'assurer que les comptes des collaborateurs qui quittent l'entreprise soient supprimés. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de continu et c'est ce qui permettra en fait d'assurer un niveau de sécurité important pour l'entreprise.
Donc voilà, on a fait un peu le tour des choses qu'on voulait vous présenter. On se tient à votre disposition pour des questions. Est-ce que vous avez des questions? Merci Julien et Gilles. Alors j'ai regardé l'onglet questions, il n'y a pas forcément de questions. N'hésitez pas à les poser, hein, on pourra les. Ils sont là pour y répondre, profitez-en. Moi j'en ai une, hein, vous avez parlé. Moi j'utilise par exemple un gestionnaire de mots de passe, donc ça vous conseillez? Vous conseillez d'utiliser, on est d'accord, c'est plutôt une bonne pratique? Oui, oui, ça c'est une bonne On peut leur pratique. faire confiance? Ça dépend lequel vous choisissez, mais globalement, oui, si vous prenez ceux notamment qui sont préconisés par ANSSI, oui, il y a un vrai sujet là. On l'a mis sous forme d'authentification, on l'a mis sur le contrôle des comptes, mais il y a un vrai sujet qui est la gestion des accès des identités. Ça, c'est en général pas très très bien fait avec l'arrivée de comptes génériques, avec Julien l'a dit, le fait que on n'enlève pas les comptes des employés qui sont déjà partis de l'entreprise, on se passe les comptes. Donc tout ça, en fait, il faut avoir une rigueur sur ce sujet-là, puisqu'on a parlé beaucoup de phishing. L'usurpation d'identité est un vecteur d'attaque qui est très très élevé. Et donc là, le niveau en général des entreprises n'est pas suffisamment élevé. Alors ça touche d'ailleurs quelle que soit la taille d'entreprise, hein, sur les aspects gestion des accès et du cycle de vie de l'identité de l'entreprise. Donc ça, c'est un sujet aussi essentiel, voire majeur. Ok. On a une question de Christelle. Toutes les entreprises peuvent être impactées par des attaques, même les petits commerces, même les petits types de commerces de centre-ville. C'est une question qu'elle pose. Oui, alors en fait, le problème de l'attaque, globalement, c'est que même si vous n'êtes pas ciblé, vous pouvez être, subir des dégâts collatéraux d'une attaque, hein, c'est systémique, hein. Donc, quand là, et là, aujourd'hui, on le perçoit pas a priori tant que ça, mais néanmoins, on peut s'attendre, dès qu'il y a un conflit, hein, qu'il y ait génération d'attaques et qui finalement se déploient. Là, maintenant, ça fait quelques temps on peut en parler, mais il y a quelques années, il y a eu cette attaque NotPetya qui était issue d'un conflit déjà entre l'Ukraine et la Russie, hein, qui a eu des impacts sur un très grand groupe industriel, sur des grands groupes industriels français, mais qui n'était pas attaqué, qui n'était pas ciblé, hein. Donc, en effet, là, c'est pour les grands groupes, mais ça peut attaquer. On peut être de façon collatérale, une victime collatérale d'attaques qui sont générées pour d'autres objectifs. On l'a vu aussi l'année dernière, hein, en Alsace particulièrement, je crois que c'était du coin de Célestat, un boulanger qui a été victime du cyberattaque et qui a perdu en fait tout son système de caisse et ne pouvait plus du coup vendre ses produits. Donc ça affecte effectivement tout le monde. Et quand vous avez des applications qui peuvent être hébergées chez un fournisseur cloud qui peut être victime d'une attaque, si vous avez de la donnée client, ces données clients ne sont plus forcément accessibles, vous n'allez plus pouvoir facturer et autres. Donc oui, ça attaque aujourd'hui, ça va de la petite entreprise à la très grande entreprise. Et même à titre personnel d'ailleurs, hein. Oui. C'est pour ça que dans l'association, on essaie aussi de sensibiliser les employés à se protéger même à titre personnel. Il y a une question de Marc. Bon, je crois que vous avez déjà un petit peu répondu, mais comment repérer un faux mail, un mail de phishing? Comment on peut repérer? Alors, il y a effectivement des techniques, hein. Donc, vous avez l'adresse mail de l'expéditeur qui a regardé son nom de domaine aussi. C'est-à-dire que si vous paraît douteux ou si vous avez l'habitude de communiquer avec une personne et puis d'un coup, c'est un autre nom de domaine qui apparaît, ça peut être un mail frauduleux. Les fautes d'orthographe dans les mails aussi, parce que ces types de mails, alors c'est de moins en moins parce que ça se professionnalise comme on l'a évoqué avant, mais ces mails ne sont pas forcément rédigés par, alors là on parle de la France, par des Français, donc il peut y avoir des fautes d'orthographe, de grammaire ou de composition du mail. Donc ça, c'est des vecteurs aujourd'hui qui permettent de se dire
le mail est douteux, je vais peut-être pas l'ouvrir, je vais peut-être demander à mon correspondant si c'était quelqu'un qui était connu de regarder. Et puis après, quand vous avez des liens dans l'email, quand il vous invite à cliquer dessus, ce que je vous invite à faire, c'est de passer juste le pointeur de la souris dessus et vous allez avoir en fait l'adresse web qui va s'afficher. Et là aussi, ça peut être des éléments déterminants pour savoir si c'est un mail frauduleux. Si vous avez une adresse web, une adresse internet qui fait quatre lignes, bon, ça paraît un peu bizarre, quoi. Voilà, alors, il faut faire aussi attention parce que des fois, ils créent des faux domaines. Hein. Oui. Alors, et difficilement repérable, un I majuscule à la place d'un L, enfin quelques sujets. Après, par ailleurs, si vous avez l'habitude de communiquer, si je prends la banque par exemple, en vous connectant sur la plateforme, ne cliquez pas sur les liens, vous vous connectez sur la façon dont vous échangez normalement avec les interlocuteurs et vous voyez si le message est dedans ou pas dedans. Voilà, donc c'est ce genre de bonne pratique, même si, ce qui est dur, c'est qu'on peut se faire piéger assez facilement. Mais il y a des pratiques pour essayer de les identifier. Ok, merci. Une autre question de Marc. Comment faire pour se souvenir de tous les mots de passe? On nous dit de ne pas les écrire dans un cahier, mais comment faire pour s'en souvenir? Vous avez donné la réponse tout à l'heure, je pense. Oui, il y a des outils qui permettent en fait d'enregistrer ces mots de passe. Donc, vous allez avoir une sorte de base de données. Vous allez intégrer tous vos mots de passe et au-dessus de ça, vous allez avoir un mot de passe maître qui va permettre d'accéder à cette base de données. Donc, dans l'idée, vous allez retenir ce mot de passe maître qui va vous permettre d'accéder aux autres mots de passe. Donc après, il y a des outils qui existent, qui s'intègrent à votre navigateur web et qui complètent automatiquement le mot de passe derrière parce que vous avez mis votre mot de passe web. Donc il y a effectivement des outils aujourd'hui qui permettent d'assurer de faire mémoire pour vous sur les mots de passe, on va dire. Et ce qui est proposé par les navigateurs, est-ce que vous conseillez? Je sais que Google le propose, peut-être Firefox ou pas. C'est une bonne question. Après, ces données-là, il faut se dire qu'elles sont hébergées effectivement chez ces fournisseurs-là. Alors, sur les principaux que vous avez donnés, ils sont effectivement hébergés aux États-Unis. Donc, voilà, ils sont hors Europe, ces données-là. C'est des choix. Alors, c'est déjà un bon moyen. Ils améliorent de plus en plus leur sécurité aujourd'hui. Google aujourd'hui sort, dans les navigateurs intègre cette sécurité de plus en plus poussée, renforcée autour du mot de passe. C'est déjà un bon moyen. Maintenant, effectivement, si vous arrivez à vous doter d'outils qui sont plutôt européens, qui suivent les réglementations qu'on a en Europe en termes de traitement de données et d'accessibilité à la donnée, je ne peux que le conseiller. C'est largement préférable. Ouais. Ok, il y a une question de Romain sur. Alors attendez, j'ai juste un petit souci. Voilà. Doit-on privilégier des outils pour les mots de passe on-premise ou en cloud? Donc, juste expliquer aussi la différence. Alors, sur l'on-premise, ça veut dire que les données sont hébergées au sein de son système d'information ou sur son poste de travail en local. En mode cloud, ça veut dire que vous allez stocker ces données-là chez un fournisseur, et donc la donnée n'est pas chez vous. Alors là, j'ai envie de dire que ça dépend du contexte de chaque entreprise. Alors, c'est une réponse un peu bateau, mais ça dépend du curseur. Encore une fois, il y a des critères d'éligibilité qu'il faut mettre en œuvre. C'est de se dire, est-ce que mon fournisseur de gestionnaire de mots de passe respecte un certain nombre de sécurités? Comment il traite ma donnée? Donc ça, c'est des points qui sont aujourd'hui des critères qui sont à mettre en œuvre pour dire je m'oriente vers telle ou telle solution. Après, c'est sûr que dans l'usage, dans l'expérience utilisateur aujourd'hui, le fait d'utiliser des solutions qui sont chez un fournisseur simplifie cet usage et cette accessibilité à ces outils-là. Ouais, alors Chantal demande, avez-vous des exemples d'outils? Moi, je peux juste donner l'outil que j'utilise, c'est Bitwarden. Voilà, qui est un outil cloud. Cloud, il y a une version gratuite. Il y a un outil il y a un outil qui est préconisé aujourd'hui par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui s'appelle KeePass, qui est un outil gratuit que vous allez pouvoir installer sur votre PC en local et vous allez pouvoir renseigner en fait tous vos mots de passe dedans. Et donc, c'est hébergé localement sur votre poste de travail.
chose importante, ne pas oublier de sauvegarder cette base de données, puisque si vous perdez ça, vous perdez tous vos mots de passe. Donc, point important, quand vous mettez un outil installé sur votre poste de travail, pensez à bien sauvegarder quand même ces données-là. Donc, l'outil s'appelle KeePass, hein, K-E-E-P-A-2-S. Je vous mets le lien. Attendez, j'essaie juste de mettre le lien dans les questions. Pour Après, vous avez tous. Voilà. marqué, hein, quand vous faites une petite recherche sur Google, vous trouvez des outils de marché qui sont très très bien aussi et qui apportent une expérience utilisateur qui est intéressante. Et du coup, c'est en mode cloud sécurisé. Vous n'avez pas cette notion de sauvegarde à garder au coin de la tête. Bah, sur Bitwarden, par exemple, il y a une extension Chrome. Et puis, il y a une application aussi sur le téléphone, donc voilà, ça permet de... Et puis, c'est synchronisé, quoi. Donc, il y a ça, il y a des produits qui s'appellent Dashlan ou ce genre de choses qui sont aujourd'hui très accessibles en termes de prix et en termes d'utilisation. Si c'est payant, ça veut dire que c'est plus sécurisé ou Non, pas forcément. Ça offre des fonctionnalités complémentaires. D'accord. Ça, vous allez pouvoir mettre plus de mots de passe. Vous allez avoir des fonctions en plus. Il va chercher votre adresse mail sur différentes plateformes et il va vous dire attention, vous avez votre mot de passe est compromis sur telle ou telle plateforme. Ça, c'est des fonctionnalités aujourd'hui qui existent à travers de ces outils-là. Ok. Ok, bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre intervention, Julien et Gilles. Merci en tout cas de cet échange. Puis belle journée. Oui, bonne journée. On espère que voilà, ça vous a ouvert les yeux et que ça vous permettra d'avoir des bonnes pratiques voilà, en termes d'hygiène, notamment d'hygiène numérique. Hein. On a tous à travailler là-dessus, je pense. Merci et puis à bientôt pour un nouveau webinaire CCI. Hein. Donc, vous êtes informé des webinaires grâce à la newsletter CCI. Voilà, on vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.